J'ai fait pas mal de notes au cours des discussions. J'ai beaucoup envie de partager mes réflexions. Mais d'abord, je veux remercier le président Korenko pour l'invitation. Merci beaucoup. Je trouve cette initiative très impressionnante, c'est-à-dire le sujet, le débat, le moyen de s'engager en termes physiques ou en termes virtuels. C'est impressionnant. Et je me ralliais aussi avec deux pistes que vous avez fait comme introduction, c'est-à-dire de faire avancer l'avenir, éclairer l'avenir. Et le deuxième, que notre patrie de l'énergie, c'est l'Europe. Et je suis d'accord. Je le trouve très sympathique d'ailleurs, pas en fonction de mon boulot, mais je partage au cœur, comme vous, je sais. Donc, j'ai deux sujets à aborder. D'abord, mes impressions de votre comité prospective. Et le deuxième, c'est notre rôle comme l'ACER, c'est-à-dire une agence européenne de la régulation de l'énergie, avec la CRE et les autres autorités nationales en Europe. Ce comité prospective et mes impressions. Première chose, c'est, je crois qu'on partage l'idée que la transition énergétique, bon, c'est complexe, c'est technique et tout ça, mais c'est aussi une transformation de la société, de l'économie en général. Donc, ce n'est pas incremental, comme on dit en anglais, ce n'est pas marginal, c'est une transformation réelle. Et pour ça, il faut essayer d'adopter une approche plus globale et d'éviter une approche fermée et technique. Et je regarde l'initiative d'avoir un comité prospectif comme celui-ci, d'être exactement ça, d'éviter une approche fermée et une approche technique. Et si je peux donner quelques exemples sur des sujets, bon, si on veut traiter les questions des infrastructures pour l'avenir, aussi au niveau continental, il fallait identifier des bénéfices locaux pour ceux qui viennent. Si on veut augmenter la flexibilité et la valeur ajoutée aux consommateurs, le sujet en fait du table ronde qu'on vient de traiter, il faut évidemment trouver la valeur monétarisée, mais aussi la valeur d'expérience et la valeur d'une qualité de service. Si on veut une planification commune, une intégrité du système en couplant les réseaux, bon, il faut, comme on dit, aborder une approche vide et pas technique. Et notamment, si on veut une intégration renforcée au niveau européen, évidemment, ça doit être soutenu par des règles, par des décisions, par des normes et tout ça, mais ça doit aussi être soutenu par une confiance politique à cette approche-là. C'est très important. C'est peut-être moins tangible que les décisions, que des normes, mais c'est très réel. Il faut trouver cette confiance de aller plus loin ensemble. Et en fait, c'est une confiance au niveau politique d'aborder une interdépendance croissante. Ça, c'est important. Et en fait, plus profondément peut-être, je trouve que la légitimité ne se fonde uniquement sur l'efficacité des solutions trouvées, mais aussi sur le moyen de les élaborer et de les communiquer. Et c'est peut-être, c'est certainement aussi le cas au niveau européen, et peut-être c'est encore plus significatif et essentiel au niveau européen par rapport au niveau national. Et comme la réunion aujourd'hui, c'était une réunion en France avec les traditions françaises, je veux bien citer un livre récent d'un Néerlandais, Luc van Mittelaar, qui travaillait au Bruxelles il y a quelques années. Alarums and Excursions, c'est le nom en anglais. Et il fait le point sur la nécessité d'avoir un débat ouvert
transparente sur le choix à venir au niveau européen. C'est essentiel pour la légitimité du projet européen, je suis d'accord. Bon, c'était quelles étaient mes impressions de ce comité prospective. Je vais dire quelques mots sur notre rôle comme l'ACER, une agence européenne, ou l'agence européenne de la régulation de l'énergie. J'utilise des fois la blague qu'il faut souvenir le Sainte Écriture élémentaire, on dit ça en français, le Sainte Écriture? Bon. Right. Pour souligner la nécessité d'affronter la vérité, d'affronter la sagesse contemporaine. C'est nécessaire. C'est bien de garder les principes, bien développés, bien testés et tout ça, mais en restant ouvert vers les nouvelles solutions aussi. C'est très important. Et je veux bien que l'ACER, sous ma direction, poursuive cette approche-là. Dans deux façons. D'abord, de l'intégrer les perspectives qui viennent à nos travaux quotidiens, mais aussi de réfléchir sur les vrais défis à venir, comme vous savez traiter aujourd'hui. Il y a pas mal d'exemples, évidemment. Comment faciliter une marché croissante embryonique de hydrogène en Europe, de ne pas réglementer trop ou de ne pas faire trop tôt, et en même temps de saisir l'expérience du marché européen de gaz. C'était une expérience peut-être où on avait abordé la dérégulation en étapes, mais peut-être le marché croissant de l'hydrogène en Europe va faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer avec pas mal de règles et peut-être encore réglementer en fonction des circonstances sur le terrain. Notre exemple, c'est l'infrastructure centralisée. Ça, c'était un sujet pour la première table ronde, je crois, l'importance croissante de l'infrastructure centralisée. Et si on veut une intégration vraiment continentale sur ce plan-là, il faut peut-être une perspective territoriale sur le placement de l'infrastructure et surtout le coût de l'infrastructure et peut-être aborder la question de coût de l'infrastructure en fonction de vrais bénéfices de cette infrastructure-là, ce qui peut être un peu sensible. Il y a d'autres exemples comme l'encouragement de participation de nouveaux acteurs. Et en fait, je crois que c'est intéressant, je trouve. Ça, c'est la nouvelle frontière de notre nouveau système énergétique au monde. Et ça, ça fait parmi des cas où c'est une des frontières où des entreprises européennes, des solutions européennes gagnent le terrain aux États-Unis et pas l'inverse. Peut-être Schneider Electric a des expériences, il y a d'autres, Enelex et d'autres. Mais en fait, c'est un exemple où le software du système, c'est plutôt européen qu'asiatique ou venant des États-Unis. Ça, c'est important aussi. Le nouvel software, si vous voulez. Je veux bien conclure avec deux impressions supplémentaires ou peut-être deux discussions à aborder, soit en France, soit en autres pays en Europe. Quand on a commencé il y a quelques heures, Madame le ministre, elle avait fait un appel à la Creux, Monsieur le Président. Je crois qu'elle a dit qu'il fallait défendre la position française devant l'ACER. Très bien, c'est très légitime, c'est très important, et la Creux le fait très bien. Évidemment, il y a aussi une autre perspective supplémentaire que je sais que M. le Président sait et apprécie beaucoup, c'est de développer une approche européenne envers les défis à l'avenir avec les autres autorités nationales. C'est de développer une approche européenne en commun au sein de l'ACER. Ça, c'est l'autre approche qui est supplémentaire, évidemment, et je sais que M. le Président, il partage fortement.
En fait, au-delà, il y a une question pertinente, à mon avis, et c'est une position personnelle, pas professionnelle. Est-ce que c'est possible peut-être dans l'avenir d'avoir lentement peut-être une préférence des solutions européennes où évidemment la légitimité nationale est assurée? Sans question, assurée. Est-ce que c'est possible de développer une préférence européenne pour des solutions en assurant la légitimité nationale? Peut-être parce que ça donne des prix et des préférences compétitives et donc favorables sous une gouvernance qui est mutuellement acceptable. Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible, j'espère que c'est possible. Et l'autre piste, là je me rejoins d'un article humoristique qu'une collègue et amie de moi, norvégien, il a écrit. En fait, c'est le homologue du président Karenko en Norvège, NB, Ketil Lund, il s'appelle. Il a fait un petit article sur le média norvégien. Et c'est comme... c'était norvégien, évidemment. Mais bon, la tradition française, c'était un peu comme ça. La population norvégienne peut voir... ils veulent bien des prix de l'énergie compétitifs, intéressante, affordable. Bon, il veut bien garder la nature impressionnante en Norvège, qui est impressionnante, c'est magnifique, comme en France. Il veut bien garder tout préservé, et il veut bien une décarbonisation très ambitieuse au niveau global, mais aussi au niveau national. Bon, leur message, son message était, pour les Norvégiens, j'ai une bonne nouvelle. C'est assez facile d'avoir 2 sur 3. Et mes amis norvégiens, j'ai une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas forcément facile d'avoir 3 sur 3. Bon, il a dit beaucoup mieux que moi, mais bon, c'est mon pauvre traduction en français, pardon. Bon, ça exprime pour moi une idée importante, c'est d'essayer de discuter les trade-offs, parce qu'il y a des trade-offs. D'aborder les trade-offs et d'avoir un processus pour traiter dans une manière qui est acceptable au niveau d'une société des priorités, des vraies priorités, c'est-à-dire des priorités qui peuvent, comment on dit, pousser d'autres derrière. Ça, c'est une priorité. C'est une définition pour une priorité. Priorité, ce n'est pas je veux. Ça, ce n'est pas une priorité. C'est une wish list. Et est-ce qu'une société, les sociétés qui arrivent à traiter c'est une impression personnelle, ce n'est pas professionnel. Les sociétés qui arrivent à avoir un processus où on peut identifier les vraies priorités et trouver des solutions sur ça, ce sont des sociétés qui vont réussir dans la transition à venir, parce qu'il faut l'avoir, à mon avis. Bon, c'est ça. Merci beaucoup encore pour l'invitation. C'était un plaisir.